Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, 11h midi. On a décidé aujourd'hui de vous proposer une émission un petit peu spéciale autour des sondages. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on prononce le mot sondage, on a droit à une volée de réactions. Sondage bidon, ah oui les sondages, on n'y croit pas, etc. Donc aujourd'hui on va essayer de vous expliquer comment on fait des sondages. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Comment est-ce qu'ils sont faits? Comment est-ce que qui les commande? Et puis comment on les exploite? Alors dans le rôle du méchant de Dark Vador, c'est Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Bonjour Valérie, Pierre Jacquemin, rédacteur de cette présentation. Je ne sais pas qui est mon père, mais vous le direz. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, la revue de Clémentine Autain. Vous avez publié Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Mathieu Chaigne, directeur associé BVA Pôle Conseil. Vous êtes cofondateur du site Délit d'opinion. Vous avez publié La France en face, ce que les Français disent à leurs élites déconnectées aux éditions du Rocher. Vous exploitez plutôt les sondages. Exactement. Vous allez nous expliquer ce que vous en faites. Et Michel Taube, vous êtes fondateur du site d'information Opinion Internationale. Donc c'est vrai, déjà vendredi, on a évoqué un sondage et tout de suite on a eu les sondages sur les 3 points. C'est un sondeur concurrent, Frédéric Dabi, de savoir comment on fait des sondages et en quoi ils sont crédibles. Parce qu'on nous répond, mais moi j'ai pas été interrogé, c'est pas tous les Français. C'est comment ça marche un sondage? Alors la question est relativement ouverte. Déjà une petite remarque sur toutes les critiques qui sont faites sur les sondages que moi j'entends. Il y a des endroits, il y a des pays absolument merveilleux où il n'existe pas de sondage d'opinion. Ce sont les dictatures. Ce sont les pays autoritaires. L'IFOP est le plus ancien institut français. Nous avons été créés en septembre 1938. Notre premier sondage, on en avait parlé ensemble, Valérie, porté sur les accords de Munich. Qu'est-ce qui se passe en juin 40 au moment de l'effroyable défaite de notre pays? Une des premières décisions des autorités d'occupation, c'est fermer l'IFOP. Et l'IFOP revient en août 44 sur le premier sondage au moment où Paris est libéré. Je tenais à dire que malgré les critiques que l'on peut faire, pas de démocratie sans enquête d'opinion et pas d'enquête d'opinion dans les pays à régime autoritaire. Un sondage, comment ça se fait? C'est surtout, ce n'est pas une science. Il faut être tout à fait modeste là-dessus. Les sondages se basent sur la statistique. Et en France, nous avons un institut national de la statistique qui s'appelle l'INSEE, qui est extrêmement compétent, qui a des données sur toute une série d'entités territoriales, ce qui permet de construire, selon la méthode des quotas... Donc c'est mathématique. C'est mathématique, des échantillons représentatifs à l'échelle d'un pays. On sait que selon les données INSEE, il y a 52,3,4% de femmes de plus de 18 ans, 47,7% d'hommes, en termes de sexe, d'âge, de profession, de région et de catégorie d'agglomération. Et l'INSEE permet de faire des enquêtes sur toute une série d'échelons, c'est-à-dire la France... un département, une région, une circonscription, une ville. Les sondages qu'on voit le plus sont les sondages publiés, comme ceux que nous faisons ensemble avec Sud Radio dans le cadre, par exemple, du Rolling pour les élections européennes ou les balises hebdomadaires auprès du grand public. C'est 1000 personnes. Bien sûr, 1000 personnes, ce n'est pas la France. Mais comment 1000 personnes peuvent être représentatives de la France? C'est un échantillon représentatif. C'est une mini-France qui est constituée. On sait grâce à l'INSEE qu'il y a 24,6% de Français vivant en commune rurale. Et quand je fais une enquête pour Sud Radio auprès de l'ensemble des Français, j'ai 246 personnes vivant dans les communes rurales. J'ai quelque chose qui s'apparente grâce aux lois statistiques de la France, c'est-à-dire des jeunes, des vieux, des chômeurs, des actifs. Maintenant, on parle de la question de la proportionnalité. Dans le cadre de notre rolling, on va, si tout va bien d'ici le 26 mai, on aura interrogé 46 000 personnes. Il y a 45 millions d'électeurs. Presque un électeur sur 1000 aura été interrogé. Parce qu'à chaque semaine, c'est d'autres personnes qui sont interrogées sur la même question. Alors, quand nous parlons d'échantillons, ce ne sont pas des personnes identiques. C'est dans le cadre de panels, c'est une autre manière de faire des enquêtes qui sont très très intéressantes, où on va suivre le comportement des mêmes personnes. On avait fait ça, par exemple, j'étais pas à l'IFOP en 1988, où on avait fait un grand panel électoral, ou en 2007 avec le CEVIPOF, pour voir les changements de comportement électoraux personnels des gens. La loi statistique dans la méthode des quotas, c'est de dire un ouvrier de moins de 25 ans va se comporter électoralement, et il n'y a pas que les sondages électoraux, va se prononcer de manière homogène avec d'autres ouvriers du même âge. Quand on regarde les sondages sur la longue durée, quand on regarde les baromètres de popularité,
on est frappé par leur grande stabilité, non pas au global, mais sur des catégories. Les ouvriers, systématiquement mécontents d'Emmanuel Macron. Les électeurs Macron, plutôt contents. Voilà, c'est quelque chose, un sondage, déjà, ce qui est publié est accessible sur le site de tous les instituts d'enquête. Et j'incite vos éditeurs, et après je me tairai parce que je parle beaucoup, par rapport à ce que vous avez dit sur ce sondage d'un de mes confrères, je ne sais pas lequel c'était vendredi. Voir quand est-ce que son sondage a été fait, quelle question a été posée, c'est ça qui entre est dire important. satisfait, mécontent, bonne, mauvaise opinion, parler du chef de l'État, du président de la République, d'Emmanuel Macron, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a, les Français, les auditeurs de Sud Radio ont une manne d'informations sur le site des instituts. Oui, mais comment alors on va revenir après sur la façon dont ils sont faits, parce que je vois des réactions qu'on a eues sur l'émission de vendredi. Les sondages, c'est pas représentatif, ça sert à influencer l'opinion. Moi, j'ai jamais été interrogée. Comment vous expliquez cette défiance qu'il y a aujourd'hui? Alors, c'est vrai que les sondages, on les accepte quand ils nous sont favorables, et on les rejette sur les réseaux sociaux. quand ils ne le sont pas, Mathieu Cheng. En fait, il y a plein de facteurs. D'abord, je pense que le point le plus important, c'est que les sondages, en général, ont vu assez juste. Oui. Et les Français ont tendance à l'oublier. Il suffit juste d'aller regarder un article du Monde, impartial, qui a étudié les sondages des 9 gros instituts une semaine avant l'élection présidentielle de 2017. Et il y avait moins d'1 point d'écart entre les résultats le jour J, premier jour de l'élection présidentielle de 2017, et ce que pronostiquaient les sondeurs. Donc ça veut dire que en général, ce ne sont pas des pronostics. Bien sûr. Pardon. Et les sondages qui sont une photographie. Et pardon, je reviens sur ce que dit Frédéric. Pourquoi les Français ont parfois le sentiment que les sondages se trompent? C'est parce qu'ils oublient que les sondages sont une photographie à un temps donné. Ça, on l'a répété assez souvent. Et on le répète, mais néanmoins, ils peuvent nous expliquer que aucun institut n'avait vu que Fillon, pendant des primaires de droite, allait potentiellement l'emporter. C'est pas totalement faux parce que les sondages, les instituts n'avaient pas vu le niveau, 44% au soir du premier tour des primaires, mais néanmoins, si on regarde de façon objective et attentive, on se rend bien compte que François Fillon, en septembre, est à environ 11-12% dans les sondages et que une semaine avant, et même quelques jours, 2 jours avant le premier tour des primaires, il est à 29-30% à égalité avec les deux autres. Donc oui, la dynamique avait été vue. Exactement. Et notamment un autre institut qui s'appelle Opinionway. La vraie question qui se pose maintenant, c'est que tout le monde a intérêt à jouer avec les sondages et tout le monde a intérêt à les instrumentaliser. Qui a intérêt à jouer avec les sondages? D'abord les politiques. Quand le sondage est mauvais, le politique le balaye. On a plein de noms en tête, de gauche et droite, qui accusent les sondeurs de tromper le peuple. Quand les sondages sont bons, on s'en gargarise. Peut-être pas forcément officiellement dans les médias aujourd'hui, mais c'est plus fin. Ça veut dire que ce sont les équipes de campagne qui vont dénigrer et nourrir les journalistes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est exact aussi, c'est que oui, bien sûr, la question, elle peut être influencée. Donc c'est la façon... Elle peut être influencée par plein de paramètres. Comment on peut influencer des questions? Bon, la neutralité des questions joue. L'environnement des questions joue. Je peux vous poser une question, Valérie. Première question, est-ce que vous êtes une femme généreuse? Vous allez me dire oui. Deuxième question, est-ce que vous voulez accueillir des migrants? Bon, on voit bien qu'en fonction des questions qui sont l'ordre des questions, l'environnement des questions, ça peut influencer. Donc vous pouvez orienter les sondages. Et c'est là où ce qui est extrêmement important, c'est l'éthique des sondeurs. Et je crois que dans le milieu, je parle pas uniquement de la maison BVA, mais de toutes les maisons, on a intérêt à faire des sondes, des thermomètres qui sont le plus justes possible. Je voulais rebondir vraiment, et après je me tais sur ce qu'a dit Mathieu, qui est extrêmement intéressant. Il y a le sondage. Et il y a l'usage, l'exploitation du sondage. Un petit exemple politique, la France insoumise critique très fortement les instituts et l'IFOP, mais bizarrement, ils nous commandent une enquête qui va dans leur sens, ils la mettent en avant. Quand nous sortons un duel dans le baromètre IFOP-Fiducial pour Match et Sud Radio, qui montre que dans un duel de préférence, Mélenchon et Emmanuel Macron sont de coude à coude, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui utilise notre sondage. Maintenant, il y a l'univers concurrentiel et économique des sondages. Nous nous appelons instituts, je vais être tout à fait franc, nous ne sommes pas des instituts, parce qu'il y a une création qui est entrepreneuriale, journalistique et universitaire. C'est Jean Stotzel de l'IFOP en 1938, mais nous sommes des entreprises privées, nous sommes là pour gagner de l'argent, payer des salariés, etc. Et quelques actionnaires qui ne sont pas payés, parce que les institutions ne vivent pas très bien, mais
mais le système est concurrentiel. Imaginons qu'un institut veuille avantager qui est Emmanuel Macron, qui Marine Le Pen, qui je ne sais pas. Ça se verrait. Et la concurrence et surtout l'indépendance des instituts, la pluralité de clients, l'IFOP travaille pour des clients qui vont de la gauche à la droite souverainiste. Donc il y a cette idée que cette indépendance donc et cette concurrence... par personne. Mais non, absolument pas. Nous n'avons aucun intérêt à être bien ou mal avec tel ou tel client, parti politique ou média. Ouais, Pierre Jacquemin. Oui, il faut avoir... Moi, j'ai évidemment une lecture assez critique de ce que sont les sondages, de ce qu'ils produisent, des effets qu'ils produisent. C'est les effets, oui. C'est la question essentielle, c'est à quoi sert un sondage et qui sert le sondage. Je suis un observateur de la vie politique, de la vie publique. Évidemment, ça m'amuse de regarder les sondages. Comme ça m'amuse de lire un horoscope, j'y crois que très modérément en général. Non mais c'est vrai, c'est une température à un instant T, c'est des astres qui sont constitués à un instant T et qui donnent la température du moment. Donc il faut regarder les sondages avec un recul quand même critique. Par ailleurs, je suis un bourdieusien très convaincu, archi convaincu, et donc comme en tout bourdieusien convaincu, j'ai lu l'opinion publique n'existe pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, susciter un sondage, suggérer un sondage, voudrait dire à la fois que les gens ont un avis sur tout, ce qui n'est pas forcément tout à fait le cas, on suppose que toutes les opinions se valent, et troisièmement, ça voudrait dire aussi qu'on a un consensus qui se dégage sur les questions qui sont posées aux Français. Ouais. Et que tout ça, mis bout à bout, on fait la démonstration qu'un sondage entraîne nécessairement un biais. Et le biais, il est aussi à interroger sur qui commande le sondage et quel est le biais qui est introduit dans le sondage. Parce que là, on parle des sondages électoraux et c'est très important, mais les sondages, c'est aussi est-ce que les Français veulent travailler plus ? Et si la question est posée comme ça, elle n'est pas est-ce que les Français veulent travailler moins pour vivre mieux dans leur vie ? Est-ce que si elle est posée par si le sondage est commandé par le MEDEF, les questions ne seront pas les mêmes que celles que par un syndicat ? Nous avons intérêt quand un sondage, on parle des sondages publiés, quand un sondage est publié, l'Institut apporte sa caution. Et il est soumis, si la question est mal faite, ça peut parfois en fait arriver, c'est arrivé à l'IFOP, c'est dur d'écrire une question neutre, compréhensible, qui soit pas polysémique, qui n'y ait pas un double sens. L'Institut peut se faire et trier en place publique. L'article de Bourdieu est absolument passionnant. Il date de 1974. L'opinion publique. Mais là où Bourdieu a tout à fait raison, c'est vrai que il arrive d'imposer une problématique, de poser des questions que les Français ne se posent pas. Pour autant, là où Bourdieu s'est arrêté, et autant j'ai un respect très fort pour Pierre Bourdieu, autant je suis très critique sur ce que j'appelle ces épicones, voire ces perroquets qui font un travail très critique sur les sondages sans avoir mis les pieds dans un institut, c'est que depuis 1974, il y a des enquêtes qualitatives, il y a les conférences de citoyens, il y a toute une série de choses qui permettent de lever ce biais de l'imposition de problématiques. Alors, on va se retrouver dans un instant. Michel Taub, vous aurez la parole. Vous en avez commandé, vous, des sondages. Donc, vous allez nous raconter quelle est votre perception et puis vos réactions dans un instant. À tout de suite. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, en ce lundi de Pâques, on a décidé de consacrer cette émission aux sondages. Sondages pour lesquels vous avez la plus grande défiance. Comment sont-ils faits ? Est-ce qu'ils sont influencés ? Est-ce qu'ils influencent ? À quoi servent-ils ? Michel Taub, vous en avez commandé des sondages ? Oui, mais très peu. Très peu, j'y vais avec parcimonie. Parce que, en fait, moi, ce qui me gêne plus avec les sondages, c'est pas la photographie à un instant T, c'est la photographie qui succède à une photographie, et du coup, ça devient un film. Et en fait, le problème, c'est que la démocratie d'opinion prend un peu la place des citoyens eux-mêmes pour qu'ils fassent eux-mêmes leur propre opinion pour qui ils veulent voter. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de dictature des sondages qui n'est pas la responsabilité des instituts. Ils sont sollicités par les partis, par les dirigeants politiques, etc. Mais il y a une dictature des sondages qui influence et l'opinion des citoyens, et l'opinion des commentateurs, et l'opinion des politiques. C'est là qu'il y a le problème. Après, moi, je voulais profiter de la présence de Frédéric Dabi pour lui poser une question. On dit beaucoup que ce sont des volontaires qui s'inscrivent sur les panels de personnes sondées, et que un des problèmes des instituts de sondage, c'est que notamment ils ont tendance à minorer les points de vue des extrêmes, parce qu'il y a des personnes qui refusent d'exprimer leur point de vue quand ils sont plutôt à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et que du coup les extrêmes on les voit pas venir. Exemple, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002 de l'élection présidentielle. Non, mais c'est une question que je pose. Mais pareil pour Trump. Pareil pour l'élection de Trump.
pareil pour le Brexit. Les sondages n'ont pas vu venir totalement les résultats. Il y a tellement de choses. Déjà, de choses. Trump, je rappelle que les sondages globaux donnaient Hillary Clinton vainqueur. Elle a eu 3 millions de voix de plus. Et le Brexit, il y a eu beaucoup d'instituts anglais qui ont donné le Brexit. Mais restons sur le terrain français. Mais déjà, est-ce qu'on s'inscrit pour être sondé? Alors, comment on est choisi? Dans les enquêtes téléphoniques, absolument pas, puisque les numéros de téléphone sont générés aléatoirement, ou dans des enquêtes locales, nous achetons des fichiers. Alors, nous sommes très surveillés dans les fameux, par la CNIL et dans le cadre de la fameuse RGPD, la protection des données. Dans les sondages faits en ligne, nous avons travaillé avec Bilendi, qui est une grande entreprise de base de données. On a presque 1 million de personnes. Mais je vais vous dire quelque chose qui va choquer vos auditeurs. Répondre à un sondage, c'est un acte volontaire. Oui. Comme écouter Sud Radio. Nous reposons, et ça rend notre activité avec une certaine modestie, nous reposons sur le bon vouloir des Français ou des Françaises de répondre à des enquêtes d'opinion. Là où je vais faire un tout petit point, c'est ce terme dictature des sondages qui me semble. Alors on va y revenir, mais je voudrais juste sur la. C'est pas mon point de vue, mais ça se dit beaucoup. Exagéré, mais on va en parler. Juste sur la dictature des sondages. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est comment on choisit les gens qui vont répondre. Parce que vous dites, on a des numéros de téléphone, des fichiers. Comment est-ce que vous savez que je suis une femme de moins de 50 ans Non, mais comment donc vous appelez les gens? Nous posons des questions. Nous n'avons pas de fichiers. Mais donc vous appelez des gens, des numéros de téléphone au hasard. Et vous posez des questions téléphoniques. Prenons le baromètre IFOP fiducial pour match avec nos fameuses 50 personnalités. On a vu un échange avec Pierre là-dessus sur la composition et la sous-représentation des femmes. Il a peut-être remarqué qu'il y a 2 femmes qui sont rentrées récemment. Maintenant, tout ça pour dire que nous avons des numéros de téléphone. Nous posons des questions pour voir si la personne est éligible à répondre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est éligible? C'est qu'elle rentre dans les quotas. C'est-à-dire que quand on va dans un terrain téléphonique, celui de l'IFOP est en France, il n'est pas offshoreisé outre-mer, il se trouve à Alfortville. Nous avons des chefs d'équipe qui disent « on a besoin d'avoir des femmes de plus de 35 ans. Le soir, on a besoin d'avoir des personnes actives parce qu'elles rentrent du travail. » Et quand nous devons faire, par exemple, 525 femmes, en termes d'objectifs, pour pouvoir avoir un panel représentatif, un échantillon, cette fameuse mini-France, tant que nous avons besoin de ce type de segment, et je répète, c'est important de le préciser. Quotas, ce sont des quotas extrêmement fins, le sexe, l'âge, la profession, la région, la catégorie d'agglomération, c'est pour répondre à ce fantasme. Les sondages, vous faites que des gens dans la rue, dans les centres urbains. Nous interrogeons 25 millions de personnes, 25% de personnes en commune rurale. Par ailleurs, nous avons rajouté à l'IFOP des quotas. Parce que quand je vous dis, Valérie, que notre métier repose sur le volontariat, on sait que les personnes qui ont peu de diplômes, qui s'intéressent moins à la politique, ont tendance à moins répondre. Et nous avons rajouté le niveau de diplôme. Restons sur la dictature des sondages. Non, mais c'est moi qui ai posé la question. Mathieu juste un point important pour aller dans le sens de ce que dit Frédéric. Je pense qu'il faut bien spécifier ce qui est de l'ordre du sondage mené par des instituts, on peut avoir une discussion sur le terme, mais avec une méthode très stricte qui est la méthode des quotas, et un terme de sondage qui est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. Vous avez le sondage du jour sur M6, vous avez le sondage du jour à Sud Radio. Moi, j'ai toujours fait la nuance et j'ai toujours dit consultation. Bien sûr. Et au fait, les gens peuvent avoir le sentiment que le sondage, c'est un petit peu la foire, un terme derrière lequel il peut se trouver tout et n'importe quoi. Il suffit de répondre à une question. Il y a le sondage du jour. Est-ce qu'on peut dire que c'est scientifique un sondage? Un sondage est bien sûr, je trouve, scientifique dans la mesure où il s'appuie sur une règle. Alors, il s'appuie sur une science, il s'appuie sur des règles mathématiques et qui sont, éprouvées. Autre point, et je pense qu'il est essentiel ici au cœur du débat. Michel parlait de la dictature du sondage. Moi, je parlerais plutôt de la dictature de l'opinion, c'est-à-dire des présidents, des candidats qui vont regarder quelles sont les attentes du moment et qui vont ensuite calquer leur programme, vont ensuite calquer pour certains leur présidence. On parle notamment de Nicolas Sarkozy qui était très friand des sondages et qui finit par oublier quelle est la vision du chef de l'État pour essayer de godiller au gré de ce que veut l'opinion. Parce que c'est compliqué à faire, parce que l'opinion, vous avez raison, elle peut être versatile sur certains sujets. Elle peut être, imaginons, un sondage réalisé après Fukushima. La part des gens qui sont favorables au nucléaire, elle est en baisse. Un sondage sur le terrorisme après un attentat terroriste, ça monte en flèche. Donc, bien sûr, l'opinion, c'est une matière vivante, émotionnelle. Et donc, le chef de l'État
le candidat ne peut pas régir un pays en fonction uniquement de ce pool d'opinion. En revanche, ce pool d'opinion, il est essentiel. Il est essentiel, on s'en est rendu compte à l'occasion des Gilets jaunes. Il y a toute une frange de la population qui aujourd'hui n'a pas de voix de cité et n'a notamment pas de voix citée dans les médias. Or, les sondages, en raison de ce système de représentativité, mais aussi en raison des études qualitatives, aussi en raison de toutes les communautés qui sont créées sur Internet et qui peuvent faire remonter de la matière, permettent d'avoir ces signaux faibles que quelqu'un qui est à Paris, qui écoute France Inter, n'a pas forcément comme écoute. Comme un autre. Pierre. Oui, avant de parler de dictature de l'opinion, c'est vrai que moi je pense que ce qu'il faut interroger, c'est qu'est-ce qui fabrique l'opinion. Et les sondeurs participent de la fabrique de l'opinion, participent même de la fabrique de la politique. C'est vrai qu'on a vu cet échange, Frédéric, dans cette même émission. Moi, j'avais été frappé de voir, en constatant effectivement le sondage qui avait été diffusé sur les personnalités émergentes, ou en tout cas des codes de popularité des personnalités politiques, j'avais été frappé de voir que sur les 60 personnes, il n'y avait que 20 femmes ou 15 femmes. 50 personnes, il y avait qu'effectivement 15 femmes. Donc, il y a à un moment donné aussi une influence qui est celle des sondeurs. Et puis, parmi le panel, il y avait 30% de personnalités de gauche, et encore dans la gauche, j'incluais François Hollande, Manuel Valls, etc. Donc, attends, je finis juste. Je voudrais finir là-dessus. Parce que ce qui est important, c'est quand même de rappeler quand même... Pas vraiment, non, mais ce qui est important de rappeler, c'est que oui, les sondeurs, et ça, il faut l'assumer, je pense qu'il faut le dire comme tel, les sondeurs participent de la fabrique de l'opinion et de la fabrique de la politique. De la même manière qu'effectivement, quand Emmanuel Macron décide de renoncer à un moment donné sur la taxe carbone, il le fait parce qu'il y a une petite mobilisation, mais surtout parce qu'il y a une opinion qui est sondée et qui montre qu'il y a une grande partie des Français qui décident de ne pas être d'accord avec avec ce gouvernement, donc qui recule. Et de la même manière, aujourd'hui, on va nous expliquer que Emmanuel Macron est aujourd'hui hostile aux élites et que donc on va supprimer l'ENA parce qu'il y a un sondage qui est sorti qui nous explique que 60% des Français voudraient supprimer l'ENA. Non, c'est le contraire chez nous. Ils étaient contre. Alors peut-être qu'ils étaient contre chez vous, mais sur un autre sondage, en tout cas, montrer qu'effectivement les Français, enfin de toute façon, ça participe sur cette image que les élites il faut les renverser et que donc l'ENA c'est quand même l'école des élites. Donc il faut faire attention à ça. Je pense que c'est en ça que je trouve qu'il peut y avoir un danger aujourd'hui des sondages et que je dis pas il faut supprimer les sondages, certainement pas, et ce n'est pas une science, encore que effectivement c'est fait sur la base de données statistiques qui pour la peine est une science. Donc c'est tout ça qu'il faut interroger. Et je pense qu'il faudrait mieux encadrer les sondages. Moi ça m'agace. La France est le pays européen où ils sont le plus encadrés, Pierre. Je suis pas suffisamment. Mais si, il y a une commission des sondages. Écoute, franchement, là aujourd'hui un sondage tous les jours pour nous expliquer ce qu'on va voter d'ici un mois, je trouve ça surréaliste. Ça m'amuse beaucoup, évidemment, parce que je cherche à savoir qui va passer devant l'autre. Évidemment, ça nous amuse tous et ça affole les uns et les autres, mais c'est pas très quand même. Ça a forcément un impact dans les décisions. Ah, Valérie, je vais juste finir une chose parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que. Sur le fait que les sondeurs avaient vu juste sur un certain nombre d'élections. Oui, certes, c'est vrai, mais on peut aussi s'interroger sur pourquoi ils ont vu juste. Est-ce que c'est pas aussi parce que le sondage, le sondage a aussi un impact sur le choix électoral, et notamment sur les votes. Les fameux votes utiles. Absolument pas. Il y a plein de recherches sur ce sujet. Il y a eu plein d'études. Mais alors attendez, tout le monde veut répondre. C'est vraiment le sujet. Je pensais pas que ce soit aussi polémique que ça. Je vous encourage à lire Lazarsfeld. Je connais évidemment. En réalité, on se rend compte qu'il y a des effets qui peuvent être contradictoires. Il peut y avoir qui s'annulent même les effets. Exactement. Underdog, c'est-à-dire qu'on va voter pour celui qui est à la traîne. Il y a d'autres électeurs qui vont aller voter par le candidat qui est le plus en amont et qui est le plus en tête. Donc, tous ces effets-là peuvent effectivement s'annuler. On peut dire un candidat qui est en tête, et quand on travaille pour des élections politiques, on se rend compte qu'il y a des candidats qui ont peur d'être trop haut, parce que être trop haut, c'est un effet démobilisateur. Exactement. Et on va. Allez, répondez rapidement. Non, je prends du temps sur l'influence. Prenez du temps, et on a des auditeurs aussi qui veulent s'exprimer. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, émission consacrée au sondage avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, Mathieu Schenk, directeur associé BVA Pôle Conseil, cofondateur du site Délit d'Opinion, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On a René en ligne avec nous. Bonjour René. Oui, bonjour Valérie. Alors, vous avez une émission où vos invités sont passionnés pour un sujet très passionnant. Ah oui, mais vous êtes à chaque fois qu'on prononce le mot de sondage, on a un nombre de réactions en général qui sont de la défiance, qui n'y croient pas à ces sondages. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, René ?
Eh bien, écoutez, moi, je m'intéresse à ça maintenant depuis plus de 40 ans, vu mon âge. Et plus les années passent et plus le métier de sondeur devient difficile par l'émiettement de la société française. L'anatomie sociale de la société française est telle aujourd'hui que c'est vraiment difficile. Et je prends comme référence l'ouvrage de Monsieur Lebras, qui est intervenu sur Sud Radio plusieurs fois, qui s'intitule L'anatomie sociale de la France, qui est paru en 2016, et le récent ouvrage de Jérôme Fourquet, L'Archipel, qui a un succès considérable. De l'IFOP, bon, de l'IFOP. Et pour ma part, si vous voulez, je considère que d'un point de vue purement politique, et prenons comme exemple les futures élections européennes, là nous sommes devant un sujet extrêmement complexe, et il est évident que les électeurs se décideront dans les 2 dernières semaines. Pourquoi ? Parce que on aura des émissions qui vont éclairer sur tel et tel point l'électeur, puisque aujourd'hui, dans les sondages, et les sondeurs ne peuvent pas faire autrement, les gens répondent en fonction de leurs options politiques. Or, je vais prendre un exemple très simple. Prenons l'écologie. Si vous êtes à Rodez et que vous êtes un écolo depuis 20 ans, mais que comme l'usine Bosch va fermer, eh ben parce que Madame Hidalgo, le ministre actuel de l'écologie et autres, tape sur le diesel, eh ben même l'écolo traditionnel ne va pas voter pour les listes écolos parce qu'il a son propre intérêt qui est en jeu. Voilà un exemple parmi 10 000 autres. D'accord. Donc ça veut dire que plus nous avançons dans la complexité de la société française et de la société européenne, plus nos amis sondeurs auront un métier extrêmement difficile. Plus difficile, oui, absolument. Alors Frédéric Dabi va vous répondre. Je voudrais qu'on écoute aussi Cécile de Pau qui est en ligne. Il frémit, Frédéric, il veut répondre. Cécile est en ligne. Bonjour Cécile. Oui, vous en pensez quoi, vous, des sondages ? Oh, écoutez, moi, j'ai presque envie de vous dire que je n'en pense rien. J'en pense beaucoup de choses. Non, je veux dire, c'est pas une attitude tranchée. Simplement, pour moi, c'est un fait que je regarde, que j'essaye de regarder avec beaucoup de précautions, beaucoup de recul. Mais c'est un fait. Et voilà, ça fait partie de la vie politique. Mais je veux pas parler uniquement de vie politique. On oublie souvent que les sondages sont utilisés pour toute autre sorte de choses, économique, mode de vie, société, etc. Donc, ok, on parle beaucoup du côté politique, mais voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Voilà, donc moi, je regarde ça avec comme un fait qui existe dans notre société, mais j'ai plein de critiques à formuler, bien sûr. Mais peut-être que M. Dabi veut intervenir. Oui, alors Frédéric Dabi, je trouve que les remarques de vos 2 auditeurs sont nettement plus raisonnables que ce que vous m'annonciez sur le déluge de critiques sur les sondages. Moi, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Ce qu'a dit cette dame, le côté un sondage est un fait. Pour moi, le sondage donne une information noyée dans une société d'information. Ou dans un océan d'autres sondages. Et c'est ça le problème. Je vais vous répondre, laissez terminer Frédéric. René montre la complexité du métier, c'est vrai, sachant que vous ne voyez que les sondages publiés. Il y a toute une série, ça a été rappelé par Mathieu Chaigne, de dispositifs qui permettent de mieux sentir les réalités françaises, confronter les sondages avec des données statistiques objectives, confronter les sondages avec des enquêtes qualitatives où on ne suggère rien du tout, on fait parler les gens sur un sujet ou sur un thème. Ces conférences de citoyens, on essaye d'informer les Français pour passer d'une opinion profane à une opinion éclairée et faire rentrer le citoyen dans des débats d'experts où il est systématiquement exclu. Maintenant, je voudrais répondre vite, bien sûr, parce que le temps est imparti, à ce que Michel et ce qu'ont dit Michel et Pierre sur l'influence. C'est la question centrale. Est-ce que les sondages tronquent ou influencent? Restons sur le vote. En 2012, l'IFOP a fait une enquête avec le Syntec, qui est le syndicat des instituts de sondage, de l'informatique, etc., des cabinets d'études, sur l'influence des sondages. Je vous livre 2 chiffres. Nous demandons à 1000 Français, diriez-vous que les sondages d'intention de vote influencent le vote des Français? Oui, 78%. Le chiffre, je ne l'ai plus en tête, mais là, ça valide votre thèse. Quelques questions suivantes. Et diriez-vous que les sondages vont influencer votre propre vote? Oui, 13%. 78 d'un côté, 13 autres. C'est intéressant quand même d'avoir une autocritique sur la question des sondages en allant chercher un sondage désondé. Qui souligne une forme de duplicité dans les questions même qui sont posées. Laissez-moi finir.
d'ailleurs c'est pas qu'un plaidoyer pro domo, qui est 13% des Français qui disent je peux être influencé par les sondages, dans un contexte où François Fillon rate le second tour de 300 000 voix, Jean-Luc Mélenchon 700 000 voix, je vais finir Michel, ouais. Lionel Jospin 280 000 voix en 2002, mais là où il y a une tartufferie, et pardon d'adresser ce terme à vous deux, c'est que nous sommes dans une société d'influence pendant une campagne électorale, une émission il faut l'assumer. Nous l'assumons. Ouais. Une émission de Valérie Expert, une conversation avec ses amis, un tract politique. Toute influence. Ces fameux débats présidentiels qui ont fait monter Jean-Luc Mélenchon, ce sont les sondages ou le débat? Donc nous sommes dans une société d'influence et ça serait malhonnête de dire que l'apanage ou le monopole de l'influence en période électorale, c'est le fait des sondages. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est souvent considéré quand même comme une arme. Dernière chose, nous sommes contrôlés par une commission des sondages qui peut délégitimer. Non. Je vous donne un exemple. C'est comme le bureau de vérification de la publicité qui a un autre nom aujourd'hui. Je vous donne un exemple d'il y a 3 semaines. Un sondage IFOP publié par la Provence, soi-disant confidentiel, sur la ville d'Avignon, avec des chiffres fantaisistes, des questions que l'on n'a jamais posées. La commission des sondages a été saisie par la maire d'Avignon. Elle a tout à fait le droit. C'était pas elle qui commandait cette enquête confidentielle. Eh ben, la commission des sondages a condamné la Provence. Voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une régulation du système des sondages en France. Alors, au-delà de la régulation, je pense qu'il y a aussi un enjeu qui est celui de l'éducation. Que les Français soient éduqués à lire des sondages, parce qu'effectivement, nous sommes dans une culture du sondage. Les Français lisent des sondages, les Français ne souhaitent pas être influencés par les sondages. Allons jusqu'au bout, apprenons les règles simples, un chiffre en soi ne veut rien dire, bien sûr. Seul compte la mise en perspective et la comparaison, et 3, ce qui est intéressant, c'est de se plonger un petit peu dans les tri croisés pour savoir au-delà du chiffre brut, quelle est la diversité des profils, est-ce qu'ils pensent la même chose que la matière première. Deuxième élément, au-delà de cette éducation des Français, je pense qu'il y a aussi une éducation, et le terme n'est pas péjoratif, auprès des journalistes, parce qu'un journaliste, lui, il a intérêt, j'ai envie de dire, à exacerber les chiffres forts et à lisser la nuance. Il a intérêt à faire sortir quelque chose de saillant. On se souvient très bien en 2011 de la polémique après un sondage d'Arist Interactive sur Marine Le Pen qui avait été mise première en intention de vote quelques mois avant l'élection présidentielle. Et si peut-être que le travail avait été un petit peu mieux fait, ça aurait été nuancé. Aujourd'hui, il existe des outils à disposition des journalistes, on appelle notamment ça les marges d'erreur, pour éviter de donner un chiffre brut, pour expliquer qu'il existe des marges d'erreur, notamment quand on veut savoir qui est en tête. Et je pense qu'une partie de la clé pour réconcilier les Français avec les sondages, dont par ailleurs ils sont très friands des sondages, donc il y a une forme d'antinomie, c'est aussi de former les journalistes. Les marges d'erreur sont publiées dans tous les rapports IFOP depuis 8 ans, qui sont publiés notamment pour toutes les enquêtes de Sud Radio. Moi, j'ai plusieurs choses. D'abord, que seulement 13% des personnes sondées avouent, je dis bien avouent, ne pas être influencé par les sondages. Être influencé par les sondages, ça ne m'étonne pas parce que personne, à mon avis, n'est fier de dire je suis influencé par les sondages. Donc, à mon avis, ce genre de questions... Vous dites que c'est très difficile de le mesurer et de savoir voilà, si... ça, c'est premièrement. Deuxième élément, je me souviens, lorsqu'il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, et j'ai vu le résultat de François Fillon, qui quand même était très élevé par rapport au matraquage qui s'était produit les mois précédents avec le Penelope Gate. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de sondage pendant toute cette période ? Et quel score il aurait fait ? Je pense que parfois, ce dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire, moi je ne suis pas contre les sondages, j'en ai publié avec l'IFOP, mais je le fais avec parcimonie, parce que moi ce qui m'embête, c'est le matraquage. Dernier point, un exemple que je connais bien, et auquel je sais que Frédéric Dabi est très attaché, il y a un thème justement qui donne lieu à très peu de sondages. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est le thème de la peine de mort. Est-ce que les Français sont pour ou contre le rétablissement de la peine de mort ? Il se trouve que sur cette question, il y a peu d'enquêtes. Oui, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Moi, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est comme l'IVG. Ce sont des choses mais lorsque Marine Le Pen a demandé un référendum sur la peine de mort, oui, mais enfin, si le roi des animaux demande un référendum sur la fin des abattoirs... Les sondeurs posent des questions sur 1001 questions. Oui, et je en suis plus, ils d'accord, posent des questions politiques entre les questions de marketing et des questions de consommation. Ce qui pose aussi, à mon avis, des problèmes de
de déontologie, et d'intégrité. Oui, Pierre. Ce qui me fait réagir, c'est qu'effectivement, on peut demander tout et n'importe quoi au sondage. Le dernier qui m'a fait sortir de mes gonds, c'était le sondage qui expliquait que les Français étaient très majoritairement pour qu'un militaire prenne la tête du gouvernement français, ce qui était quand même surréaliste. Ça veut dire quoi prendre la tête d'un gouvernement français quand on est militaire? Je ne sais pas comment a été posé la question, mais juste le résultat. Et juste, ce qui est quand même délirant, c'est la manière dont les politiques, et pas que les politiques d'ailleurs, les journalistes aussi, utilisent. Les Français pensent que. Tous les Français pensent que. Non, les Français pensent pas que. Et ça, c'est assez insupportable. Et ça fausse forcément le jeu politique. Et quand je dis ça fausse le jeu politique, c'est aussi que les journalistes, quand ils interviewent des hommes ou des femmes politiques, regardez le débat, là, il y avait eu cette récente polémique où Monsieur Bardella, considérant qu'il était très haut dans les sondages, n'avait pas à débattre avec des petits candidats qui seraient très bas dans les sondages. Donc forcément, ça fausse le jeu politique. Ça fausse le débat politique, ça fausse le jeu politique. Ça influence, mais je pense que tout le monde influence tout le monde. Je pense que l'instrumentalisation, elle est aussi faite par les sondés. Des illustrations. On a aujourd'hui, je pense que Frédéric abondera dans ce sens, des sondés qui vont faire artificiellement gonfler aujourd'hui des extrêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent influencer l'opinion publique. Avant, on avait tendance à minorer, à cacher le vote FN. Aujourd'hui, quelquefois, on peut avoir des gens qui ne vont pas voter forcément. Il est parfois surreprésenté, oui. Et voilà, et quelquefois, ça peut être surreprésenté. Donc, tout le travail des sondeurs est d'être capable de faire exactement, de déterminer ce qu'on appelle, nous, des redressements, de faire des bons redressements pour être sûr d'être plus juste par rapport à l'opinion réelle. Deuxième élément qui instrumentalise aussi les sondages, c'est les Français lorsqu'ils font leur choix. Souvenons-nous de 2002. Une partie des socialistes atterrés que leur candidat ne soit pas au second tour et se disant mon Dieu, j'ai voté pour un candidat, Jean-Pierre Chevènement, qui n'a pas permis à la gauche d'être au second tour. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr de la part des Français une instrumentalisation des enquêtes pour se dire je vais devenir moi-même stratège. Moi aussi, je vais voter pour un choix qui est pertinent. Je prends 2017, on avait des électeurs qui hésitaient entre François Fillon et Emmanuel Macron, et j'abonde dans votre sens, et qui se sont dit je préfère passer quelqu'un qui est à moitié cohérent avec mes idées plutôt que de risquer de faire passer des gens qui ne sont pas du tout cohérents, donc je vais avoir un vote utile. Et donc oui, bien sûr que les Français eux-mêmes se servent des sondages pour aiguiller la démocratie. Aussi, oui. Frédéric. Sur l'affaire Fillon, je ne peux pas être d'accord avec Michel, puisque le rolling fiducial pour Sud Radio a montré tout au long de la campagne le bon score pour François Fillon, alors même que les fillonistes disaient « Ah, vous vous êtes planté à la primaire, vous sous-estimez le score de François Fillon avec le fameux institut sur les bases de données de réseau Filteris qui mettait François Fillon très nettement en tête ». Les sondeurs ont, entre guillemets, tenu bon dans la mesure où ils ont cru en leurs chiffres. Et il n'y a peut-être pas autant d'électeurs stratèges que ça. Moi, je suis frappé. Quittons les sondages nationaux. Prenons les sondages locaux. Quand une commune commande une enquête sur comment se passe la vie dans leur commune, comment les gens évaluent l'action municipale. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Je suis frappé par l'intérêt des gens à répondre aux enquêtes. Le taux de refus de réponse est très très faible. Et la cohérence quand ces sondages sont faits d'une année sur l'autre et qu'il y a un suivi. Donc je pense que l'électorat stratège, j'y crois moi, mais là on n'a pas assez de temps. Mais il faudrait faire une émission sur 2002. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002 ? Le dernier sondage IFOP, et je suis à l'aise pour le dire parce que je n'y étais pas à l'époque. J'étais à l'Institut CSA, mais Lionel Jospin a 16,5, son score réel. Et Jean-Marie Le Pen a 14. 14, 16,5. Aujourd'hui, avec nos instruments d'analyse, les marges d'erreur, tout le monde dirait, oh là là, 14 et 16,5, il y a un danger pour Jospin. Qu'est-ce qui se passait entre 97 en 2002 ? Les médias, les politiques n'ont fait que dire, dans 5 ans, l'affrontement des deux cohabitants. Dans 4 ans, tout était organisé autour de ça. Toute la problématique du regard politique entre 97 et 2002, j'étais déjà sondeur, c'était le combat des chefs, Jospin-Chirac. La revanche de 95, qui, entre parenthèses, 95, est la plus grande défaite ou catastrophe pour les sondeurs en France, puisque aucun sondage n'avait donné Jospin en tête, puisqu'il y avait une telle volatilité entre Jacques Chirac et Édouard Balladur qu'en fin de campagne, Chirac a baissé, Balladur est remonté et Jospin en a profité. L'écart Jospin-Le Pen dans les instituts n'était pas si fort que ça, mais mentalement, tout le monde était dans ce schéma de reproduction du schéma de 95. Il y a un super documentaire qu'il faut avoir en tête, c'est Gérard Le Gall qui dit, et Gérard Le Gall exactement qui dit, il y a une marge d'erreur potentielle, on peut perdre dès le premier tour, mais politiquement, je n'y crois pas. Allez, on se retrouve dans un instant, on continue à parler des sondages avec vous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, une émission consacrée au sondage. Beaucoup de réactions à chaque fois qu'on prononce ce mot de sondage. Vous êtes nombreux à ne pas leur faire confiance. J'espère que vous avez écouté un petit peu ce qu'a expliqué Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP qui est avec nous. Je suis également avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Mathieu Schenk, directeur associé BVA Pôle Conseil, et Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. On a Pierre de Toulouse en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, j'ai pas tout entendu, mais je dirais ceci, qu'un sondage a un pouvoir d'influence comme n'importe quel discours. Si les mots choisis dans les questions comme dans les affirmations ont une résonance d'ordre psychologique. Et pour être plus démonstratif, dans un autre domaine par exemple, si vous traitez une affaire avec une personne, il suffit de lui poser la main sur son épaule et il perd toute objectivité, influencé par l'affection que vous lui accordez. Et d'un point de vue politique par exemple, lorsque monsieur le candidat Macron, c'est-à-dire le président actuel, utilise systématiquement ses mains en influençant une partie de son électorat, il influence une partie de son électorat plutôt par mimétisme religieux, c'est-à-dire lorsqu'il prend la main d'une personne et qu'il coiffe avec son autre main la main de la personne, il l'enferme psychologiquement et il l'influence. Et je crois qu'au niveau des sondages, c'est exactement pareil. Lorsque, par exemple, il y a l'affaire des Gilets jaunes actuellement, donc si on dit, par exemple, devant les incendies tous les samedis, suivez-vous les Gilets jaunes ou pas ? Et dans une deuxième question, on va dire, devant le silence du président Macron, soutenez-vous aussi les Gilets jaunes, vous aurez deux réponses différentes, et pourtant, il s'agit du même sujet. Oui, Pierre, Mathieu Schenk. Mais là, je pense que notre éditeur a raison quand il dit que, bien sûr, le sondage a une influence. Regardez juste les cotes de popularité. Et la première année d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui pendant sa première année a une cote de popularité qui était positive, et ça crée un espèce de filtre auprès des journalistes qui vont lire son action de façon positive. Et donc oui, effectivement, les sondages, et nous chez BVA, on aime beaucoup regarder ce qu'on appelle les normes comportementales, et on observe bien sûr qu'il y a des biais qui peuvent exister. Je prends celui de la norme sociale, quand l'ensemble du pays a tendance à considérer que le président va dans le bon sens, que ce soit les journalistes, que ce soit la parole populaire, abondent dans ce sens. Donc dans cette perspective-là, oui, le sondage peut avoir une influence. Comment on pose les questions, Frédéric Dabi? Quand le Figaro vous commande un sondage, ou quand Libération ou l'Humanité vous en commande un, parce qu'on est toujours surpris de voir que les sondages qui sont commandés par, on va caricaturer, par le Figaro sur la sécurité, ça va toujours dans le sens de ce qu'on s'attend à lire dans le Figaro. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une thématique sécuritaire, qu'il y a une remontée de non, mais cette thématique. Un exemple, je pense que pour dire que chaque journal qui vous commande un sondage, en général, a envie que le sondage aille dans son sens, et en général, c'est comme ça que ça se passe. Je ne serais pas... Voilà, il peut ne pas publier. Je reprendrai ce que Pierre, votre auditeur, a dit. Il y a un thème et il y a différentes manières d'aborder ce thème. Et c'est vrai que quand il s'agit d'un sondage publié, l'Institut est extrêmement scrupuleux sur la manière de poser les questions, parce que quand l'enquête est publiée, et si la question n'est pas bien faite, si on a le sentiment qu'elle a influencé, mais quand je vais vous dire un secret, après 20 ans de pratique, j'ai remarqué une chose: les Français que nous interrogeons répondent aux questions que nous leur posons. Oui. C'est-à-dire que la manière de poser c'est pas la question que je vous posais. Oui, mais c'est ma réponse. Voilà. Oui, je suis d'accord. Comme dirait l'autre. Mais tout ça, c'est pour vous dire évidemment qu'ils répondent à la question que vous leur posez. Maintenant, la question que vous leur posez, elle n'est pas anodine. Mais non, c'est pas une question d'orienter pour les codes de popularité. Pourquoi, par exemple, mes confrères de la Sofres, qui est un très grand institut, a une cote de Macron, du président, qui est 5 ou 10 points moins forte que celle que l'on fait ensemble dans Paris Match, parce que nous, c'est bonne, mauvaise opinion, qui est une question qui mobilise plutôt l'image qu'on a du président. Eux, c'est par exemple une cote d'avenir, une question d'efficacité. Les jugements sont parfois plus sévères. Chaque mot compte, et bien sûr, c'est une véritable lapalissade de dire que la manière de poser des questions, plutôt le fond des questions posées, va donner des réponses spécifiques, mais le travail d'un institut, et il y a un travail d'éducation vis-à-vis des médias, qui va quand même de mieux en mieux, parce que à une époque, l'AFP, par exemple, dans une enquête électorale, ne publiait que le second tour, titrait sur le second tour. Ça, c'est par exemple fini. La manière, il y a un travail à faire entre commanditaires et institut pour que, s'agissant d'une enquête publiée, la question soit incontestable. Soyons
modeste. La plupart du temps, nous y arrivons, mais il arrive que des questions soient mal posées et qu'on ait pu avoir un sentiment légitime selon laquelle la question est mal posée. Notre sondage du jour, croyez-vous en Dieu, qu'on pose depuis 1947, c'est une question tout à fait neuve. Vous, personnellement, croyez-vous en Dieu? Voilà. Oui, mais la question, c'est qu'il y a des sondages qui ont été faits depuis une semaine, depuis l'incendie de Notre-Dame, en disant peut-être, est-ce que depuis une semaine, votre point de vue sur Dieu a changé? Et ça, je veux dire, c'est absurde de le faire. Un sondage, mais non, un sondage peut être l'opinion des Français, peut être influencée par une actualité. Justement, ce qui est intéressant, depuis 1947, on a une baisse croissante du nombre de Français qui déclarent croire en Dieu. Et ben, notre dernière mesure datée de 2011, et malgré Notre-Dame, malgré toute une série de choses, cette baisse se poursuit. Ouais, je veux réagir à ce que vous disiez, Valérie, parce que vous avez pris l'exemple effectivement du Figaro qui peut commander un sondage, et vous avez opposé à l'Humanité qui pourrait opposer un sondage. Peut-être c'est un préjugé, peut-être vous allez me répondre de manière très précise, Frédéric, mais je crois qu'un sondage coûte extrêmement cher. Et que donc, la question du commanditaire, j'ai failli dire, l'Humanité n'a peut-être plus les moyens de se payer un sondage. Je veux finir, Frédéric. Je veux dire quand même que si on considère qu'aujourd'hui le sondage est une arme politique, parce qu'on a tous considéré, on est tous d'accord pour dire que oui, ça participe de l'influence du débat public, il faut aussi s'interroger sur qui sont les commanditaires des sondages. Et ça, je ne sais pas s'il existe des études, si on fait la démonstration qu'aujourd'hui les commanditaires sont quand même, et de toute façon, on sait aussi que les médias, je finis, et on sait aussi que les médias, il y a quand même une forte, c'est pour ça que je parle trop vite, c'est parce que je sais que vous allez pardon. Parce qu'après on vous comprend plus. C'est parce qu'on sait aussi que les médias, et là je vais me faire engueuler, mais les médias, il y a quand même une grande concentration des médias aujourd'hui qui sont quand même détenus par quelques-uns, et que donc du coup, effectivement, la question de la commande publique et la commande d'une entreprise, d'un média, d'un sondage a forcément plus de poids quand on sait que ça vient d'un groupe plus qu'un autre, et que donc ça pose aussi question de l'égal accès. Honnêtement, pour avoir travaillé dans le groupe TF1, la rédaction de LCI était très indépendante, avait un budget avec un certain nombre j'ai pas les moyens. Mais aujourd'hui, c'est pas le prix. Aujourd'hui, honnêtement, je suis juge et parti, mais les sondages ne coûtent pas cher du tout. Ça coûte combien? Une étude qualitative coûte. Attendez, laissez terminer, Mathieu. En moyenne, il y a plein de pondérations. Une étude qualitative peut coûter entre 4 et 6 000 et 7 000 euros. Pour un groupe. Un sondage, une question peut coûter entre 800 et 4 000 euros, en fonction de plein de variables. C'est même beaucoup moins cher. En fait, si moi, regarde, demain, je veux faire un sondage en disant les Français sont pour les 32 heures, ça me coûtera 1 000 euros. Ça coûtera environ 800 000 euros. Pierre va partir, va aller faire ses comptes. Tout ça, la question du coût des sondages dépend de la cible. Plus la cible est rare, plus elle est difficile à atteindre, des médecins, des dirigeants d'entreprises, des professionnels, plus le sondage est coûteux. En revanche, le grand public, quand nous faisons une enquête auprès de 1000 personnes, on est entre 600 à 1000, 1100 euros. Ça dépend si l'enquête est faite par téléphone ou si elle est faite par Internet. L'Humanité commande chaque année à l'IFOP un très gros sondage sur l'identité de gauche qui est particulièrement pertinent, qui montre le décalage entre la part très importante des Français qui se considèrent de gauche et l'offre politique de gauche qui déçoit fortement. En revanche, Valérie, ce qui est important, c'est que les pôles opinion des instituts font office de vitrine. Bien sûr, tout le monde attend à ce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, Frédéric Dabi, qui travaille à l'IFOP, il fait de la publicité pour l'ensemble de l'IFOP. Et donc, quand il rapporte aussi de l'argent, n'ayez pas peur. Et il rapporte de l'argent, bien sûr. Oui, mais il est aussi éditorialiste. Attendez, et ça veut dire qu'il a intérêt à être rentable, et que son pôle a intérêt à être rentable, le pôle opinion, mais ça veut dire aussi que quand on voit Frédéric Dabi IFOP, c'est un gage de sérieux, et que ensuite le directeur marketing de telle ou telle marque va avoir envie de travailler avec un institut qui a pignon sur rue. Donc, conclusion, les sondeurs n'ont pas intérêt à se tromper, parce que s'ils se trompent, c'est tout le business model de l'Institut qui peut être mis en cause. Il y a eu pas mal de rumeurs autour de l'IFOP. Vous pouvez nous en dire quelques-unes? Pendant 27 ans, l'IFOP a été détenu par Laurence Parisot, qui a été présidente du MEDEF, qui ne m'a pas empêché de travailler pour le Parti communiste français, pour l'Humanité, pour la CGT. Depuis 2 ans, alors il y a des rumeurs qui disent que c'est le beau-fils de Brigitte Macron qui dirige l'IFOP. Bien sûr que non. Il y travaille? Non, absolument pas. Je serais ravi de faire sa connaissance. Nous sommes détenus par un actionnaire qui s'appelle Norbert d'Entresangles, qui n'intervient absolument pas, que je n'ai rencontré qu'une fois en 2 ans. La concurrence et la diversité de nos commanditaires politiques, mais Mathieu a raison de rappeler que les principaux sources de revenus pour ainsi sont les enquêtes marketing. Les grands donneurs d'ordre sont L'Oréal, Coca-Cola, etc. Et l'opinion
pèse moins, même si l'IFOP, on a un lien très fort, puisqu'on s'appelle Institut français d'opinion publique, on a beaucoup d'enquêtes. Beaucoup d'enquêtes, oui. Non, un point que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une nouvelle mode, qui est plus qu'une mode, c'est que, et ça participe de l'ère du temps, c'est que les institutions de sondage font partie de cette société représentative, des élites, on pourrait le dire de mille et une manières, et maintenant il y a cette habitude aussi d'interroger directement les Français. Le grand débat national, c'est un super sondage. Non, ce n'est pas un sondage. C'est pas un sondage. Non, c'est une consultation. Il y a un million de personnes qui participent. Oui, c'est un biais énorme. Parce que contre la dictature des sondages, il y a des acteurs qui tentent de sonder les opinions autrement que par le biais d'instituts de sondage. Mais c'est beaucoup moins fiable. Je ne sais pas si vous avez des centaines de milliers de personnes qui répondent. Mais vous le voyez dans les consultations où je vois moi sur les réactions sur Internet. Vous n'êtes pas sérieux. Sondés représentatifs. Mais l'histoire des sondages, qu'est-ce qui fait que les sondages sont arrivés? Quittons la France, aux États-Unis. Gallup, le fondateur des sondages aux États-Unis, fait un sondage auprès de 1000-2000 personnes qui dit Roosevelt est réélu en 36. Un journal qui fait ce qu'on appelle des votes de paille a plusieurs millions de réponses qui dit Roosevelt va être battu. C'est le moment où il y a une légitimation des instituts de sondage aux États-Unis, et ça vient après. L'important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité de l'échantillon. Quand vous avez, par exemple, au Figaro, des questions du jour, on a parfois 35 000, 40 000 réponses qui ne valent pas grand-chose parce qu'il n'y a pas cette notion de représentativité. Quid des ouvriers, quid des jeunes, quid des personnes âgées, etc. Je vais poser une question à Frédéric parce que c'est lui qui a une partie de la réponse, mais évidemment la question n'est pas pour ou contre les sondages. Faut-il supprimer les sondages? Je suis contre l'idée de supprimer les sondages. En revanche, je suis pour. Vous disiez tout à l'heure que c'était très réglementé, que c'était sans doute un des pays qui réglementait davantage, le plus en tout cas, les sondages. Mais quand même, je sais que Jean-Luc Mélenchon avait proposé qu'il fallait supprimer les sondages à 60 jours avant une élection, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourrait justement pas forcément réconcilier? Mais il faut le demander. Non, mais si, ça m'intéresse de savoir. Non, mais vous allez donner votre avis, mais c'est intéressant de savoir si en tant que sondeur, ça peut être plus sain pour le débat politique, vous voyez le débat européen par exemple, il émerge, personne ne connaissait les têtes de liste il y a encore 3 semaines, personne ne les connaît encore sans doute parce qu'on ne les connaît pas, elles viennent d'apparaître. On fait des sondages sur eux. Personne ne les connaît. Donc si pas tous. Certaines émergent. Yann Brossa émerge. François-Xavier Bellamy dans une enquête pour le JDD émerge. Alors il y a eu c'est une très bonne question que Pierre nous pose. Il y a eu une période entre 77 et 2001 où les sondages étaient interdits de publication 10 jours le vendredi précédent le premier tour. 10 jours avant le premier tour, mais c'était une loi qu'on qualifiait de scélérate dans la mesure où on avait le droit de faire des sondages. Il y avait 2 types de citoyens, ceux qui avaient accès à des données de sondage et le grand public qui en était issu. Pas droit, Dans la mesure où le sondage est une information, les Français ont droit à une information, ils ont le droit de la contester pour autant. Merci à tous les 4. En conclusion, j'espère que vous êtes fait une idée, vous avez pu essayer de surfer entre les différents arguments. En tout cas, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait quand même une forme d'indépendance après la dictature, au même titre que les différents médias. Voilà. Merci à tous les 4 en tout cas. Très bon lundi de Pâques à tous. Et dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff.